Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Institut Carnoart, proposé par l'Institut Carnoart, autour du sujet des jumeaux, jumeaux virtuels, jumeaux numériques, jumeaux hybrides. Donc, on a prévu de vous présenter ce sujet avec le professeur Paco Ginesta, qui fait partie donc de l'Institut Carnoart et qui travaille dans le laboratoire PIM pour procédés et ingénierie en mécanique et matériaux. Et moi-même, donc, professeur Philippe Véron, qui suis le directeur de l'Institut Carnoart et aussi chercheur dans le laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques, le LISPEN. On va se partager la présentation en deux parties. La première partie où je vais aborder plutôt des aspects un peu généraux sur la digitalisation des entreprises et puis un certain nombre de constats et d'observations pour venir petit à petit sur les enjeux et les challenges liés aux jumeaux numériques. Et puis, je dresserai un petit framework global, un processus global de construction de ces jumeaux avec les principaux verrous et challenges associés. Et puis, mon collègue donc Paco Ginesta prendra la suite sur le paradigme des jumeaux hybrides. On verra ce qu'on entend par jumeaux hybrides, sur la façon de les construire et puis sur un certain nombre d'exemples et de résultats associés à ces constructions de jumeaux hybrides. Alors, pour commencer, quelques éléments de contexte. Donc, je pense que on est à peu près tous d'accord sur le fait que globalement, dans le cadre aujourd'hui de la digitalisation des entreprises et de la digitalisation des cycles de vie produits, il y a un certain nombre de challenges à remporter autour de la réduction et du contrôle des cycles de développement de produits pour assurer une compétitivité globale, faire face aussi à la complexification des produits en termes de performance, d'exigence, de standards, de contraintes, être capable aussi de faire face à la customisation, à la personnalisation de masse des produits et notamment avec la problématique de gestion des configurations associées aux produits qui vont être ensuite mis en service dans leur vie opérationnelle. Et puis la gestion aussi de ces produits via un support numérique tout au long de leur cycle de vie. C'est tout l'enjeu, bien sûr, de la digitalisation tout au long du cycle de vie et du Product Lifecycle Management. Alors, comment y répondre? Globalement, les entreprises sont organisées aujourd'hui en mode entreprise étendue. On utilise, ou les entreprises utilisent de plus en plus des plateformes globales de collaboration collaborative, de développement de produits. Et puis, on met en œuvre, on met en place des approches, des méthodes PLM pour la gestion des cycles de vie de produits. Alors, quelques observations maintenant par rapport à ce cycle de vie produit. Alors, il est représenté ici de manière assez simplifiée et synthétique. Première observation, c'est que la plupart du temps, la phase de vie des produits est la phase la plus longue dans ce cycle de vie. Et c'est pas forcément la phase justement qui est la mieux supportée numériquement. Alors, on a deux mondes globalement, le monde numérique et puis le monde réel. Dans le monde numérique, on a aujourd'hui une digitalisation des activités qui est plutôt importante, voire très importante, principalement pendant les phases de design et de manufacturing, et qui l'est un peu moins justement pendant les phases de vie et de fin de vie. Et puis, de notre côté, on a des produits réels qu'on fabrique, qu'on met en service et qui sont de plus en plus connectés avec des technologies IoT. Une des lacunes, c'est effectivement le support numérique, la digitalisation qui est de moins en moins présente au fil de la vie des produits. Et puis, reste aussi une problématique importante qui est la fameuse continuité numérique tout au long du cycle de vie des produits. Et c'est donc un des enjeux actuels qu'il faut adresser. Alors maintenant, je vais revenir assez rapidement sur finalement les maquettes numériques, multi-représentation, et puis sur le parallèle avec les produits réels pour arriver ensuite à l'introduction donc des jumeaux numériques. Ce qu'on fait globalement aujourd'hui, de manière assez classique, dans le cadre de développement de produits, c'est le développement de maquettes numériques
qu'on gère en configuration en général, qui permettent de définir ce qu'on veut et ce qu'on veut faire, donc du as required jusqu'au as planned. Et puis, un peu plus tard, on fabrique des produits qui sont finalement ce qu'on a réellement fabriqué, ce qu'on a réellement fait et qu'on met en service avec des configurations différentes. Une des problématiques, c'est d'adresser la suite de ces maquettes numériques dites de référence, qui sont utilisées pendant la phase de conception, pour construire des maquettes numériques aval, avec cette fois des maquettes qui vont représenter les produits tels qu'ils ont été construits, tels qu'ils ont été mis en service, tels qu'ils sont opérés, maintenus et en fin de vie. Donc ça fait partie des problématiques sur lesquelles il y a encore pas mal de travaux à mener. Et puis, un autre challenge concerne la digitalisation et la gestion finalement de la continuité numérique entre toutes ces représentations tout au long de la vie du produit. Une fois qu'on a ça, le dernier finalement challenge ou le dernier verrou à lever, c'est la communication ou l'établissement d'un continuum entre les produits réels et les produits, leur représentation numérique. Et c'est là qu'intervient effectivement le concept de jumeau numérique. Alors ce jumeau numérique, il se veut être un clone virtuel d'un système qui existe réellement. Ça sous-entend donc que on parle bien donc de produits qui existent et qui sont en service. Il représente fidèlement le système réel. Il doit être capable d'avoir le même comportement que le système réel et à partir de là, on pourra envisager des simulations en mode anticipation, prédiction. Et puis, ce jumeau numérique doit être capable d'échanger des informations, d'être connecté avec le système réel. Globalement, ce jumeau numérique, il vient participer à la continuité numérique complète sur l'ensemble du cycle de vie. Alors, maintenant, pour terminer cette première partie, comment est-ce qu'on peut envisager de construire ces jumeaux numériques? En fait, on a d'un côté, pendant la phase de design et de manufacturing, une maquette numérique de référence qui est extrêmement riche en général, avec tout un tas d'informations relatives aux produits, avec des modèles de simulation associés, et ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté, on a des produits réels avec leur partie opérative, leurs capteurs, leur système de supervision qui sont configurés en fonction des besoins du marché. Alors, ces jumeaux numériques, en fait, ils vont prendre place donc pendant la phase de vie des produits réels, et on va les construire en fait en faisant dans un premier temps une extraction et une conversion. Alors je ne vais pas détailler évidemment ici la façon dont on va faire ça, mais cette extraction et cette conversion va permettre de construire à partir de la maquette numérique de référence un prototype virtuel qui sera donc as-built et qui sera configuré, customisé de la même manière que le sera le produit réel qu'il représente. Et on va associer à ce produit virtuel des modèles de comportement multiphysique, temps réel, qui vont permettre donc de simuler le comportement du produit réel à partir de son modèle numérique en temps réel. Et puis, on va mettre en place un connecteur entre le monde réel et le monde virtuel qui va permettre de récupérer des données des capteurs qui sont sur le système réel pour venir alimenter le prototype virtuel et inversement, à partir du prototype virtuel, renvoyer des informations sur le système réel pour le piloter, l'optimiser et le maintenir le cas échéant. Alors, j'ai mis quelques cadenas ici parce qu'il y a un certain nombre de problématiques et de questions, de verrous sur la question des capteurs. Quels capteurs? Comment traiter les données? Donc, il y a tout un tas de sujets autour de ça. Comment récupérer, exploiter ces données dans le prototype virtuel, comment construire aussi ces prototypes virtuels en faisant cette fameuse extraction et conversion à partir de la maquette numérique pour construire des modèles as-built et configurés. Et puis, un des verrous sur lequel Paco Scinesta reviendra juste après, c'est la construction des modèles multiphysiques et des modèles de comportement temps réel. Et puis, bien sûr, il y a aussi la question ensuite de l'exploitation de ce jumeau numérique vers le produit réel pour faire du pilotage et de la prévention. Donc, voilà un petit peu le processus un peu global de construction des jumeaux numériques tel qu'on le voit. Voilà, donc maintenant, je vais terminer cette partie-là et passer donc la parole à Paco Scinesta pour la partie 2 autour des jumeaux hybrides, de leur construction et puis de quelques exemples et résultats de ce qu'on a pu faire
jusqu'ici. Merci Philippe. Donc on passe à cette deuxième partie dans laquelle on va essayer d'introduire ce paradigme hybride, la construction de jumeaux dits hybrides avec quelques exemples des résultats que nous avons obtenus récemment. Donc on va partir de quelque chose qui a été déjà évoqué par Philippe. La réalité, bien évidemment, elle se compose de quelque chose qu'on maîtrise à minima, ce qu'on appelle, nous, les modèles basés sur la physique, et quelque chose qu'on ignore, parce qu'on va partir de l'effet que la réalité elle est plus riche que les modélisations qu'on a pu obtenir de cette réalité. Donc finalement, on a cette équation fondamentale. Réalité, c'est ce qu'on connaît plus ce qu'on ignore. Ce qu'on connaît, c'est l'art de la modélisation, qui est basé sur toutes les connaissances des siècles, les connaissances qui viennent du domaine de la physique. Et bien entendu, une fois résolue, elle nous permettra de certifier les décisions, certifier les designs. Et bien entendu, il faudrait prendre soin pour que tout ça puisse se faire en temps réel. Il y aura bien évidemment une partie qu'on appelle l'ignorance. Pourquoi? Parce que les modèles sont limités. Ils donnent des précisions qui sont bonnes, mais en général, ce n'est pas parfait. Et donc, nous prendrons cette différence entre la réalité et ce que nous sommes capables d'expliquer d'elle à travers des modèles. C'est partie que nous appelons l'ignorance. Et pour cela, on va construire à la volée un modèle de cette ignorance basé sur la donnée, manipulé par des technologies d'intelligence artificielle informées par la physique, capables de travailler en temps réel et toujours dans la limite des P de données, parce qu'il faut partir de la base qu'en ingénierie, les données ne sont pas tellement nombreuses à cause de la difficulté de la prise de données et aussi à cause du coût de ces données. Donc, quand on va hybrider ces deux mondes, on a d'un côté le monde analogique à gauche, qui est donné par les lois de la physique, qu'on peut arriver à manipuler très vite grâce aux technologies de réduction des modèles, et introduire dans la modélisation des systèmes, pas seulement pour travailler à niveau des composants, mais pour aller vers les systèmes des systèmes complexes, très larges et pleins d'incertitudes. De l'autre côté, à droite, on voit le monde digital, le monde avec lequel on va essayer de rattraper l'écart qui existe entre réalité et notre prédiction basée sur les modèles de la physique. On va voir ces données réelles, la déviation. On va essayer d'appliquer des technologies de machine learning informées par la physique pour avoir des modèles de cette déviation qu'on viendra introduire également dans la modélisation système. Voilà d'un côté les modèles basés sur la physique, côté droite, les modèles basés sur la donnée, le monde virtuel avec le monde digital, et quand on va essayer de les mettre ensemble, on va constituer ce nouveau paradigme, un paradigme d'ingénierie hybride. Et le résultat, dans notre cas, ça sera un jumeau hybride, que c'est une vraie alliance entre les modèles qu'on connaît basés sur la connaissance et sur la physique et la maîtrise de la déviation entre prédiction et réalité, que c'est une manipulation de la vraie donnée à partir de l'intelligence artificielle. Donc, il faudrait voir une petite slide sur chacun de ces deux grandes parties. Comment faire la physique en temps réel? Pour cela, on va utiliser les technologies de réduction des modèles. Comme vous voyez à droite, on a des problèmes multiparamétriques. On fera des plans d'expérience sparses pour essayer de rester toujours dans la limite des P de données. On aura des solutions high fidelity, haute fidélité de ce problème physique qui vont nous permettre d'obtenir des résultats très précis d'un point de vue de la physique et qu'on va manipuler pour créer des solutions paramétriques avec des technologies avancées de régression mathématique, des réseaux de neurones ou d'autres. Et à la fin, on va obtenir une sorte de métamodèle, une surface de réponse généralisée, un surrogate, que maintenant on peut interroger pour nous donner la solution pour n'importe quel choix de paramètres. Bien entendu, si on arrive à créer ce modèle réduit paramétrique ou multiparamétrique pour chaque composant, il ne nous reste qu'à les assembler, un peu comme on ferait avec un Lego, et même à les introduire au sein d'une modélisation système, comme dans ces cas que vous voyez dans les vidéos,
dans lequel on va voir un train d'atterrissage qui est une modélisation 3D très fidèle avec toute la physique et tous les chargements qui vont avec et qui a été connecté avec la modélisation système de tous les systèmes thermo, hydrauliques et électriques pour être capable de simuler n'importe quelle condition de fonctionnement. Donc, conclusion, on fait beaucoup mieux que dans la modélisation système habituelle et on fait beaucoup plus vite que dans les modélisations 3D dites éléments finis habituels. Donc, on va se placer avec les meilleurs de chacun de ces deux cadres. Bien entendu, avec ça, on fait vite ce qu'on connaît. Mais qu'est-ce qui se passe si effectivement il y a une partie qu'on ignore? Est-ce que oui, ces parties qu'on ignore, ces déviations entre la réalité et notre prédiction basées sur les modèles de la physique, si ça existe, est-ce qu'on peut créer un modèle capable de combler cet écart pour avoir une bonne prédiction rapide et précise? C'est les deux grands mots. Et pour cela, il faut faire de l'intelligence artificielle basée sur la donnée en temps réel et avec peu de données. Et c'est pour cela qu'on l'appelle informé par la physique, parce que ça nous permet d'être dans les bons cadres. Pour prouver comment ça marche, je vous montre un exemple élaboré avec nos collègues de l'Université de Saragosse, le professeur Elias Cueto, dans lequel on veut comprendre les mouvements d'un fluide à l'intérieur d'un récipient. Donc, effectivement, ce comportement, on va l'apprendre à partir de la donnée sans aucune équation. On va faire des simulations qui vont nous donner la donnée. Ça pourrait être aussi des expériences expérimentales. Et on va comprendre comment les fluides d'un verre qui est soumis à une accélération se comportent. Une fois compris et les modèles créés, on peut passer à l'action dans laquelle vous voyez qu'on va essayer d'introduire un fluide qui n'est pas réel. Ce fluide en bleu que vous voyez, on l'a appris. Il fait comme on attend qu'il fasse la physique, avec une très bonne précision, mais la seule chose réelle ici, c'est le verre, la main, la table et les fluides. Nous sommes en train de l'introduire à l'intérieur et, bien entendu, prendre soin pour qu'il se comporte exactement comme se comporterait un vrai fluide ou les vrais modèles qui les modélisent. Une fois qu'on a prouvé qu'on peut effectivement résoudre la physique en temps réel et que s'il y a quelque chose qui manque, on peut l'apprendre également en temps réel et qu'on peut réconcilier de ces mondes, le monde de la connaissance et de la physique avec le monde de la donnée de l'intelligence artificielle, passons à voir quelques exemples. Je commence par les premières, une modélisation d'un système avionique fait en collaboration avec ce groupe d'Assaut Aviation, dans laquelle on a une modélisation de système relativement simplifiée parce que vous pouvez comprendre que la complexité est énorme. Et ce modèle en ingénierie système, c'est ce qui apparaît haut à droite. Bien entendu, quand cette modélisation est relativement simplifiée, on peut attendre que quand on la particularise et on fait des prédictions, ne soit pas d'accord avec les mesures qu'on peut effectuer en site. Et pour l'illustrer, je vous montre à droite en bas les images qui comparent pour certaines variables ce qu'on prédit avec ce qu'on mesure, les lignes continues et les lignes discontinues. On peut voir qu'effectivement la tendance est bien capturée, mais pas la valeur. Donc pouvons-nous faire mieux? On a vu les modèles, ça ne suffit pas. Essayer de créer un modèle à la volée, from scratch, de tous ces systèmes, ça serait également une folie parce qu'il faudrait beaucoup de données. Et la question, c'est ce que le paradigme hybride nous permet de faire mieux. Vous pouvez voir que le schéma, c'est l'équation fondamentale dont nous avons parlé. On va obtenir des prédictions et comparer dans la partie supérieure droite avec la donnée mesurée. S'il y a une différence, on va prendre par l'intelligence artificielle les modèles de la différence, les modèles de l'ignorance. Et maintenant, vous êtes d'accord avec moi, un modèle plus ce qu'il ignore est égal à la réalité. Et vous pouvez voir pour les variables la différence entre les lignes ou les courbes un peu bruitées que c'est les mesures expérimentales et les courbes continues qui sont au milieu, tant la jaune comme la rouge, qui représentent les prédictions, cette fois corrigées avec la donnée. Et donc, on a mis en évidence ce paradigme hybride dans lequel la connaissance qui existe, plus un modèle de l'ignorance, de la déviation,
va nous donner une belle prédiction de la réalité, ce que nous appelons les jumeaux hybrides. En deuxième cas, dans le cadre des voitures électriques, on arrive à faire de très belles modélisations à l'échelle microscopique de l'électrochimie des batteries. Évidemment, ces modèles sont très coûteux et on peut tirer également avec la physique en temps réel des surfaces de réponse paramétriques à l'échelle mésoscopique, qu'on peut introduire dans la modélisation de système de la voiture électrique, comme vous voyez au centre, qu'on peut connecter avec Google Maps et maintenant planifier des itinéraires. Et en tout moment, on va mesurer des variables mesurables, les voltages, la courant, la température, et avec tout ça, maintenir le système calibré et l'itinéraire grâce à cette fonctionnalité hybride. Dès qu'on verra que ce qu'on a planifié s'écarte de ce qu'on voudrait ou ce qu'on avait estimé, quand ce qu'on a estimé va s'écarter de la réalité, on va créer un modèle de la différence, de l'ignorance, de la déviation, du gap, pour maintenir en tout moment les systèmes sous contrôle. Pour finir, troisième exemple qu'on est en train de construire avec Matcore, que c'est l'ESETIM à Singapour, pour le contrôle d'état santé, le remote sensing des grandes installations. Vous savez bien que dans ces grosses installations, nous n'avons pas mis un capteur tous les 10 cm et que contrôler à partir de la donnée uniquement ce type de système est intraitable. Donc, ce qu'on a décidé, c'est séparer les échelles. L'échelle globale, l'infrastructure énorme, on va supposer qu'a priori, il ne travaille pas trop loin des conditions nominales et les modèles basés sur la physique, sur les structural mécaniques sont suffisamment précis et ils vont nous dire quel est l'état moyen dans les systèmes. Et bien évidemment, on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'aura pas jamais suffisamment de capteurs et de données. Bien entendu, il y a des moments où il y a quelques ça peut être la corrosion, ça peut être des conséquences de la fatigue. À ce moment-là, si on n'a pas de capteur, on va amener la donnée là. Et pour cela, le monde des drones et remote sensing, c'est une opportunité. Dans ces cas-là, on viendra chercher la donnée là où il faut. Et bien entendu, l'opérateur pourra prendre les contrôles pour zoomer et pour se focaliser dans les zones d'intérêt. Une fois qu'on a fait ça, c'est là où on va faire une modélisation hybride basée sur les états locaux qui viennent du modèle global qu'on va enrichir avec la donnée qu'on est en train de capter lors de la surveillance de cette, on va dire, activité critique dans cette zone bien localisée en espace et en temps. Et ça montre bien cette hybridation entre des modèles de la physique à l'échelle macroscopique dans des conditions plutôt proches des conditions nominales et après une modélisation hybride avec la physique enrichie avec les données qu'on va capturer sur site aux endroits où il faut et quand il le faut. Et bien entendu, c'est à ce moment-là où cette modélisation hybride combinée à la modélisation basée sur la physique nous permettra de diagnostiquer au présent et de prognostiquer dans le futur. Et tout ça, bien entendu, sans intervenir l'humain, mettant l'humain dans la boucle. Pour finir, dire aussi que cette nouvelle technologie, ce nouveau monde, il va avoir besoin quand même d'une communication entre l'humain et la machine. Et pour cela, on est en train de revenir sur des réalités hybrides, au-delà de la réalité virtuelle, au-delà de la réalité augmentée. Et tout ça basé sur le fait que les gens, après des semaines, ils vont seulement retenir entre 10 et 20% de ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont écouté. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais ils vont retenir 90% de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, si on veut bien apprendre, il faut toucher. Et pour toucher, ça veut dire qu'il faut mettre cette réalité hybride avec la physique et les données. Il faut les faire interagir avec l'humain, l'opérateur, et ça c'est un exemple encore qui vient de l'Université de Saragosse, dans lequel nous avons un vrai lapin virtuel dans un vrai bureau réel. Et donc, effectivement, ici, vous voyez, on est en train d'interagir, on est en train de déformer
avec des vraies lois basées sur la physique, et c'est le comportement matériaux de ce type d'objet, et vous pouvez même l'enrichir avec d'autres données pour illustrer l'état de contrainte, l'état de déformation qu'on a sur l'objet. Voilà une nouvelle, on va dire, réalité hybride dans laquelle il y a un vrai dialogue entre l'humain et cette réalité virtuelle que vous pouvez d'une certaine façon expérimenter indépendamment de la façon dans laquelle vous êtes en train d'interagir avec le système. Et pour finir, à droite, vous allez voir exactement quelque chose de très similaire. Et dans ce cas, la seule chose qu'on a changé, ça va être qu'à la place de le faire comme on vient de le voir, ici, les collègues à l'Université de Saragosse travaillent avec des hologrammes. Et bien entendu, même malgré ça, vous pouvez voir qu'on peut interagir d'une façon réalistique. Ça, c'est un matériau hyperélastique en grande déformation. Et ça veut dire que bientôt, même si on est plutôt dans les visuels, bientôt, nous espérons introduire du multisensoriel et même émotionnel. Et ça serait un peu ce qui nous attend devant nous dans ce monde de technologies hybrides. Et ça sera tout. On vous remercie. Vous savez l'adresse pour nous contacter et on sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. Merci Paco. Donc Philippe, vous avez aussi les boutons pour réactiver votre caméra et votre micro. Ben voilà. Oui, voilà, ça y est, c'est fait. Donc bien, donc on va passer effectivement maintenant à la partie plus échange et réponse aux questions. Donc comme l'indiqué, comme ça a été indiqué tout à l'heure, donc on va prendre les questions dans l'ordre, hein, tout simplement, dans lesquelles elles sont arrivées. Donc il y avait une question de Rémi Chantegros sur est-ce que le jumeau numérique doit-il s'imposer avec, enfin, dans quelle hiérarchie, etc. Je vais laisser peut-être après répondre Paco, mais moi, il me semble que le jumeau numérique, c'est avant tout un outil qui va à coup sûr permettre de faciliter, d'être un facilitateur de prise de décision. L'idée, c'est pas forcément que le jumeau numérique vienne prendre le contrôle sur le système physique sans plus aucun contrôle de l'humain, hein, ou des différents acteurs du système physique qui est en cours d'opération. Paco, je sais pas, tu veux compléter? Oui, je peux compléter. Et je dirais, dans les conditions habituelles, le jumeau, elle pourra prendre la commande tant qu'il est capacité à le faire, c'est-à-dire qu'il a la réponse à la question posée. Si un jour il voit qu'on est dans le cadre des conditions sur lesquelles il n'a pas appris et il est en train d'expérimenter une réalité à laquelle il n'a pas été formé, il a une prédiction peut-être basée sur la physique, mais il n'a pas de données et donc il y a un certain risque dans la décision. Dans les jumeaux qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui, il y a toujours un passement de pouvoir, on va dire un opérateur, et c'est cet opérateur qui prend en compte de ce que le jumeau va lui indiquer. Finalement, il prendra le contrôle total ou partiel, il prendra l'information et avec cette information, il va décider si finalement la décision est prise par le jumeau ou si finalement il prend la main pour prendre la décision. Donc, effectivement, en général, le jumeau est pensé être une réplique de la réalité qui doit prendre les décisions par lui-même, sauf quand il est ignorant, et ça peut arriver dans des conditions extrêmes sur lesquelles simplement on n'a jamais appris ou on n'avait jamais envisagé dans les modèles physiques qu'on a étudiés. Et à ce moment-là, le jumeau, ça ne sera pas le protagoniste ou le prix qui va prendre la décision, il sera un assistant qui va donner des informations à l'opérateur et la responsabilité restera sur l'opérateur. La deuxième partie de la question que je voudrais adresser,
c'est la question concernant la hiérarchie. Est-ce qu'il y a des hiérarchies? Bien entendu, si le système est petit, je pourrais dire à la limite que tout ça peut se traiter de façon centralisée. Un grand chef, entre guillemets, un jumeau, un émulateur, une réplica digitale qui va recevoir la donnée, qui va prendre des décisions. Ça, effectivement, c'est possible quand on est en train de parler d'une opération, quand on est parlé d'une machine ou d'un procédé. Quand on est en train de parler d'un système ou un système de systèmes, et aujourd'hui, il ne faut pas oublier, le jumeau, c'est un acteur ou un protagoniste de l'industrie 4.0. Maintenant, c'est devenu encore plus grand et on est en train de parler de la Smart City, c'est-à-dire la ville intelligente. Et même on commence déjà à parler, et on pourrait parler plus tard si ça vous intéresse, d'un projet énorme à Singapour porté par les CNRS dans lequel nous y sommes. On est en train de parler de la nation intelligente. Et vous comprenez bien que dans tous ces systèmes qui sont déjà très larges, très incertains et très complexes, on ne peut pas parler effectivement d'un grand chef d'orchestre. Il faut fonctionner sans chef d'orchestre. Et c'est un peu ça qu'on est en train de parler aujourd'hui du continuum hybrid twin. De la même façon qu'on parle de continuum computing, dans lequel on va voir qu'on a les edge, on a les clouds, on a toute une hiérarchie de décisions. Ici, dans l'hybrid twin, l'idée, c'est que certaines décisions vont se prendre à niveau du capteur. Le capteur va capter l'information. Il va avoir une intelligence dedans. Ça, on l'appelle le jumeau digital du capteur. Et ce jumeau digital du capteur, avec toute l'information qu'il a, pour certaines fois, il pourra reconnaître un patron, pattern recognition, et prendre une décision. Après, quand il n'est pas capable, il va passer cette information au niveau supérieur. Mais quand même, il y aura toujours, entre guillemets, un chef d'orchestre. Mais normalement, il devrait être là pour un peu surveiller et voir que toute la mélodie est en train d'être interprétée de la bonne façon. Mais en général, ce n'est pas lui qui prend la décision. Donc, il y aura, on va dire, une hiérarchie aux différents niveaux. Ce n'est pas tellement une hiérarchie, sinon différents niveaux de prise de décision. Et chacun prendra la décision quand il est capable de le faire. Et quand ce n'est pas le cas, il va passer au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, il faudra encore évaluer s'il est capable ou pas de le faire. Donc, aujourd'hui, le jumeau digital va du jumeau du capteur, du jumeau du composant, jusqu'à le jumeau des systèmes. Et donc, on commence à parler aujourd'hui de trois niveaux, le niveau local, le niveau mésoscopique, c'est les composants, et le niveau macroscopique, c'est les systèmes ou les systèmes de systèmes. Et donc, vous voyez bien que dans l'industrie 4.0, on trouvera la machine, on trouvera l'atelier et on trouvera l'écosystème de l'industrie. Ok, merci Paco. Donc, il y avait une question aussi de Robin Chavannes sur la prise en compte de l'incertitude des mesures qui sont issues du système réel. Paco, je te laisse répondre. Oui, effectivement. On va dire qu'il y a un monde idéal. Le monde idéal, c'est le monde déterministe dans lequel les capteurs, ils nous donnent toujours une valeur. Et je dirais à la limite, les modèles, ils donnent toujours les mêmes valeurs parce que les paramètres, ils sont des paramètres déterministes. Dans la réalité, je dirais que c'est pas seulement la faute du capteur. Les capteurs, parfois, il va donner différentes informations, et même au même moment et au même point. Donc, il peut y avoir une fluctuation qui est énorme, simplement parce qu'il y a une variabilité qui est importante et qui est décrite d'une façon statistique par une moyenne et un écart type. Mais c'est pas seulement la faute du capteur, la physique elle-même. D'un point à l'autre, il y a une fluctuation dans les propriétés. Si on imagine un composite, la perméabilité n'est pas la même dans un endroit ou à 10 cm. Donc, il y a aussi une fluctuation côté physique à partir des paramètres. Les paramètres, ce n'est pas une quantité, les paramètres, c'est une distribution. Conclusion, le modèle est stochastique, la donnée est stochastique. Donc, quelle est la solution? L'hybrid twin est stochastique. Aujourd'hui, l'hybrid twin qu'on fait nous, ce n'est pas l'hybrid twin ou le digital twin, c'est une façon de parler. Le digital twin, ce n'est pas un modèle. Le digital twin, c'est un modèle probabiliste dans lequel, au lieu de dire la solution sera 27, on va dire voilà l'intervalle où la solution peut se trouver à 95% de probabilité. Elle va se trouver autour de cette moyenne, et donc il y a un modèle de la moyenne, et il va se trouver à 95% de probabilité à l'intérieur d'un certain intervalle qui est très large quand il y a peu de données, ou les données, ils sont une variabilité importante, et à fur et à mesure que la quantité de données augmente, ou que la précision ou la fluctuation de la donnée ou des paramètres diminue,
on va dire que ces corridors, ils deviennent de plus en plus petits. Donc finalement, dépendant de la distribution statistique des paramètres, la distribution statistique même des modèles, parce qu'un modèle, c'est pas A ou B, un modèle, parfois, il a des colorations intermédiaires. Et en fonction de la variabilité du capteur, on va voir dans les cas purs déterministes, on va dire une surface de réponse. Dans les cadres les plus habituels, on va voir une sorte de corridor en matala dans lequel la solution va se trouver à l'intérieur avec une certaine probabilité, et la largeur de ces corridors, il va dépendre de l'écart type associé à toutes les distributions qui sont en train d'introduire un caractère stochastique dans la modélisation. Ok, il y avait une question aussi, toujours sur les modèles de Laurent Guillaumat sur comment intervient finalement la correction du modèle à partir des données et donc dans le contexte du jumeau hybride. Donc, c'est une question, effectivement. Je dirais, je vais répondre à Laurent en deux phases. La première phase, c'est d'un point de vue, on va dire, pragmatique. Je suis hyper content avec le jumeau hybride par le fait que finalement, il arrive à m'aider à pas rater mes pièces, à pas rater mes décisions. C'est-à-dire, il y avait une connaissance, il y avait une ignorance qu'il arrive à rattraper, et la connaissance plus cette ignorance qu'il y a rattrapée, ça me donne une bonne prédiction de la réalité, donc je prends la bonne décision. Et je suis content parce que finalement, il n'a pas perdu ma pièce, et finalement, la décision était bonne. Ça, c'est plus ou moins quand tout se passe bien, bien entendu. La partie frustrante, et ça, c'est une frustration intellectuelle. Et parfois, cette déviation qu'il y a pris, cette ignorance qu'il y a créé un modèle, c'est un modèle quand même intelligence artificielle, disons boîte noire, black box. Et ça, c'est un peu frustrant parce que finalement, je n'ai pas raté ma pièce, mais je n'ai rien compris. C'est-à-dire, j'ai compris seulement une petite partie. La petite partie qui venait de la physique, cette partie que je peux expliquer, même à la limite, je peux la certifier. Après, l'autre partie, elle est venue. Il m'a aidé à réussir mon concept, mon design, ma décision. Mais finalement, elle intervient parce que je dirais que la réalité, la prédiction que je vais faire, c'est la composante qui vient de la prédiction basée sur la physique, plus quelque chose que j'ai appris en mode black box, qui va m'aider quand je l'ai mis à côté, la somme, comme vous avez dit dans les vidéos, dans l'exemple de Dassault. Quand je l'ai mis à côté, il y a l'ajoute, j'ai dit, ce que j'attends de la réalité, c'est 27. Imaginons que la physique m'a dit que la solution, c'est 25. Et l'ignorance, il m'a dit, j'attends une ignorance de 2. Donc, finalement, je vais faire le pari de dire que ce que j'attends dans la réalité, c'est les 25 de la physique plus les 2 de l'ignorance. Et donc, je vais avancer 27. Maintenant, Laurent va me poser la question, et pourquoi les 25? Et j'ai dit, écoute, il y avait une belle équation de Darcy, avec une perméabilité relativement bien calibrée, et il a fait une bonne prédiction basée sur un logiciel d'e-commerce. Et après, Laurent, il va me dire, et les 2, d'où il vient les 2? Et je vais lui dire, écoute, Laurent, je ne sais pas grand-chose. Il faudrait qu'on réfléchisse, il faudrait qu'on se pose des questions. Et c'est à ce niveau-là qu'on voit un petit peu que ces composants artificiels, intelligence artificielle, bon, oui, malheureusement, c'est plus artificiel qu'intelligence, mais plein monde du travail. Et je suis convaincu que dans quelques années, on pourrait profiter de ces composants qu'on a pris un peu à la volée d'une façon un peu pragmatique et ad hoc. La phase suivante, c'est comment extraire de la connaissance à partir du modèle de la déviation. Ça, pour moi, c'est la finalité, on va dire, d'un ingénieur. Un ingénieur doit pas seulement pas rater les pièces, il faut comprendre. Et je pense que ce qui nous attend devant nous, c'est aujourd'hui. On a appris à créer un modèle d'ignorance, sauf que ce modèle, c'est une régression, et une régression ne contient pas beaucoup de physique. Comment est-ce qu'on serait capable un jour d'extraire de la connaissance à partir de la donnée, à partir d'un modèle de régression en boîte noire? Bon, je pense que graduellement, la boîte noire aujourd'hui, elle est déjà grise, parce que dans la régression, on va mettre beaucoup de physique. Comme on vous montrait, on est capable d'introduire les premiers principes, conservation d'énergie, production d'entropie, symétrie et framing difference pour avoir des modèles qui sont objectifs. Aujourd'hui, je dirais que l'intelligence artificielle n'est pas vraiment black box, il commence à être gris. La phase suivante, et je pense que pour cela, l'ingénieur doit être pas loin,
c'est être capable de traduire ce modèle qu'on vient de construire à la volée dans la connaissance. Et là, le jour qu'on sera capable de faire ça et d'apprendre à un ordinateur à le faire lui-même, je pense que ça sera un grand pas parce que ce composant en peu à intelligence artificielle deviendra vraiment artificiel, of course, mais il deviendra aussi intelligence. On n'est pas là et c'est la frustration, on va dire, côté intellectuel, côté un peu procéduriel ou on va dire appliqué, effectivement, je dirais c'est convaincant, mais d'un point de vue intellectuel, c'est pas convaincant encore, Laurent. Tu as raison. Merci Paco. Je vous propose de passer, on reviendra sur les questions précédentes, mais je vous propose de passer à la question d'Anne-Laure Cadenne qui est en lien avec ce qu'on vient de discuter là sur les verrous et les pistes pour la certification de la partie justement IA dans le cadre de la construction et de la mise en place des modèles hybrides. Ouais. Moi, je peux affirmer que la certification a besoin d'une explication. C'est comme ça qu'avec toutes les connaissances des siècles, que finalement, ils ont fait les preuves et tout le monde fait confiance, aujourd'hui, ça veut dire que les gens sont capables de certifier basés sur des équations dérivées partielles qui ont été résolues avec des softwares qu'ils ont fait aussi la preuve et qu'aujourd'hui, effectivement, par confiance. Donc aujourd'hui, on certifie dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans les systèmes, on arrive à certifier, on va dire, avec quelque chose qu'on peut expliquer et qu'on peut expliquer à base de connaissances, on va dire, de notre héritage, des siècles devant nous, des gens sages qui ont fait des choses et qu'aujourd'hui, pendant des années, on les a vérifiées chaque jour et chaque jour, ils ont fait des preuves et ils ont prouvé la validité. Donc aujourd'hui, on va dire que la physique, on peut l'expliquer, la physique, on peut la certifier. L'intelligence artificielle aujourd'hui, comme je disais avant, et on commence de plus en plus à lui mettre de la physique dedans. Si quelqu'un est intéressé, il suffit qu'il tape sur Google PINN, ça veut dire Physics Informed Neural Networks, PIN, avec des N à la fin. Et si vous tapez ça, vous allez voir qu'aujourd'hui, on dit que l'intelligence artificielle va créer une régression à base des réseaux de neurones, pourquoi pas. On ne peut pas les expliquer les réseaux de neurones, mais finalement, il va créer une régression. Et que cette régression qu'on a créée, on est capable de la dériver. Et si on est capable de la dériver, je suis capable de l'injecter dans des équations dérivées partielles, de la même façon qu'on fait avec les équations de la physique. On a changé une représentation élément fini sur un maillage par un réseau de neurones. Une fois qu'on l'a fait, c'est très confortable, parce que ce que vous allez apprendre, c'est la physique. Donc, vous allez apprendre la physique avec un réseau de neurones qui fait la régression, à laquelle vous allez imposer une équation de la physique, et c'est une équation dérivée partielle. Ça s'appelle la PIN, la Physics Informed Neural Networks. Donc, ça, c'est une phase pour essayer effectivement d'aller dans cette direction. Aujourd'hui, si on ne va pas dans cette direction, je dirais, un réseau de neurones va prendre de la donnée que vous lui avez donnée. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes sûr que vous lui avez donné la bonne donnée? Normalement, aujourd'hui, parfois, on apprend très, très vite avec beaucoup de données, mais qui sont des données dites nominales. Mais ce qui vous intéresse, vous, ce n'est pas les données nominales. Ce qui vous intéresse, vous, c'est l'accident. Dans une voiture, on peut rouler plein de kilomètres, des milliers de kilomètres sans avoir un accident. Vous pouvez collecter toute la donnée, vous pouvez faire un modèle, et vous aurez un modèle de votre voiture quand il marche bien. Mais vous n'avez rien appris de ce qui va se passer le jour que quelqu'un va se mettre devant la voiture parce que vous ne l'avez jamais vécu avant, et quand vous ne l'avez pas vécu, vous n'avez pas appris, et quand vous n'avez pas appris, vous n'avez pas la capacité de réagir convenablement. Donc, apprendre l'intelligence artificielle, c'est très difficile parce que est-ce qu'on a la quantité de données nécessaires? Est-ce qu'on a la bonne donnée? Est-ce que la donnée qu'on a est de qualité? Et est-ce qu'on a appliqué les technologies de manipulation des données pour avoir la bonne donnée? Est-ce que je suis en train d'interpoler dans l'espace de la donnée ou extrapoler? Si on interpole, je suis plutôt rassuré. Si on extrapole, je suis très inquiète. Et donc, finalement, la conclusion, c'est l'intelligence artificielle. Ça va arriver. Je pense qu'aujourd'hui, la communauté de computer science et les mathématiciens, et il y a de bels exemples à l'école, au Collège de France, qui sont en train de créer toute une théorie pour l'explication de l'intelligence artificielle. Ça va arriver. C'est un peu tôt, mais ça va arriver. Le jour qu'on aura expliqué l'intelligence artificielle, l'expliquer, ça veut dire on sait dans quel domaine il marche et dans quel domaine on ne peut pas extrapoler. Le jour qu'on sera capable de certifier ou d'expliquer
le fonctionnement d'une décision, d'une régression, d'une prédiction faite avec l'intelligence artificielle, si je sais l'expliquer, on sera capable de la certifier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on est franche, aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment pour les systèmes complexes d'être capable de dire que ce qu'on a appris, je suis capable de l'expliquer et capable de le certifier, dont l'intelligence artificielle est encore dans un petit impasse, tant qu'elle se développe encore un peu plus. Et je dirais que c'est peut-être là où l'ingénierie hybride, je ne vais pas dire que l'hybride que nous avons est partagé avec Philippe, avec vous. Je ne dis pas que l'hybride, ça c'est le futur. Je ne dis pas ça. Peut-être dans 15 ans, et tout l'hybride est oublié et qu'on travaille qu'à partir de la donnée, malgré que ça nous ferait une grande peine à nous, et génération qui est très attachée au modèle, à la physique et à tout ce qu'on a reçu quand on était à l'université. Je ne sais pas qu'est-ce que va nous dire le futur. Peut-être le futur, il va dire qu'on n'a pas besoin de la physique, avec la donnée, on a tout ce qu'il faut. Je dis simplement qu'aujourd'hui, 2021, le paradigme hybride, c'est le bon cadre, parce qu'effectivement, dans les paradigmes hybrides, la réalité, on va dire que c'est la composante physique qui est majoritaire. Dans l'exemple que je vous avais mis, je vous ai dit la réalité est 27, la physique c'est 25 et la déviation est 2. Tant que ça sera comme ça, et que la partie qu'on comprend, la connaissance, les modèles basés sur la physique, c'est la partie majoritaire, ça veut dire que la partie majoritaire, je continue à l'expliquer à partir de la connaissance qu'il y avait. C'est-à-dire, le paradigme hybride, je peux le certifier. Au moins, je peux expliquer, je peux certifier la partie que je comprends, la partie qui vient de la physique. Et tant que cette partie sera la principale, la prioritaire, on n'aura aucun souci à continuer à faire comme on faisait, et même à dire aux législateurs, je vous assure, je vais certifier, et je vous assure, grâce à les paradigmes hybrides, je vais faire même mieux que j'ai fait avec ma physique. Je vais faire comme j'ai fait toute ma vie, et même mieux, mais effectivement, sur la partie du mieux, il y a mal à vous expliquer, il y a mal à vous certifier, à vous assurer, mais la partie physique, je continue à faire les choses que j'ai fait pendant toute ma vie, comme on a construit les projets Apollo pour aller à la Lune, et je vous rassure, on est allé à la Lune, on est revenu, quand même, il faut du courage, et je vous assure, il n'y avait pas de données parce qu'on n'était jamais allé. Donc les modèles que nous avons ne sont pas des modèles à la con, nous avons de très bons modèles, ils ne sont pas parfaits, mais sont de très bons modèles. Et donc aujourd'hui, si on dit que la donnée doit venir enrichir les modèles, je pense que c'est un cadre très respectueux et très bénéfique pour tout le monde. Et en même temps, cette connaissance va me permettre d'utiliser moins de données, parce que les données, comme je vous ai dit, sont très chères. Et donc, les connaissances permettront les données de devenir intelligents, smart data, au lieu de big data. Big data n'est pas compatible avec l'ingénierie. Et les données permettront les modèles, qui parfois ne sont pas cons, ne sont pas idiots, mais quand même ne sont pas parfaits, de devenir un peu mieux. Et donc, je dirais, peut-être, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, aujourd'hui, le paradigme hybride me permet de plutôt m'en sortir bien, parce que je peux continuer à certifier, à expliquer, et je peux faire mieux que je faisais avant. Donc, on peut faire mieux sans vraiment perdre rien. Et ça, c'est quand même un pas en avant. Le futur, est-ce qu'on aurait besoin du paradigme hybride où on pourrait tout faire à partir de la bonne donnée au bon endroit? Écoutez, on verra. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui va passer. Mais effectivement, là où nous sommes aujourd'hui, c'est un terrain confortable pour ce paradigme hybride. Merci. Merci Paco. On va peut-être revenir sur la question de l'insertion dans les formations. C'était Régis Bichard, je crois, qui avait posé cette question. Alors, moi, j'aurais tendance à répondre oui, évidemment. Ces jumeaux numériques, on va les utiliser dans le cadre de nos formations. C'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup à faire, mais sur lequel on travaille, côté arrêt métier. Comme vous le savez, on forme des ingénieurs sur 8 campus différents avec des plateformes technologiques lourdes dans chacun de ces campus. Et il est clair que la question aujourd'hui de maintenir dans tous nos sites de formation une fonderie à haut niveau, de la forge, des machines d'usinage et tout un tas d'autres plateaux techniques, c'est une vraie question. Et du coup,
les jumeaux numériques vont forcément dans les années à venir participer à cette évolution, cette transformation de nos formations. Alors dire comment aujourd'hui comment va se faire cette intégration des jumeaux numériques dans nos cursus de formation, c'est un petit peu tôt pour le dire. En tout cas, c'est un sujet d'actualité sur lequel on travaille et sur lequel les choses vont évoluer dans les années à venir à coup sûr. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie-là. Je reviens peut-être à une question du coup sur l'aspect plus ROI sur des cas industriels. C'était une question de Jean-Mathieu Guimard. Comment finalement comment on s'assure d'un retour sur investissement? Est-ce que ça vaut le coup de mettre en place un jumeau numérique? Quels sont finalement les critères de décision sur cet aspect-là? Faut-il se lancer dans un jumeau numérique? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Paco, est-ce que tu as réponse à ça? Oui, bon, je dirais il faut toujours isoler les effets mode de ce qui va être les retours sur investissement. Je pense que oui, je serais incapable de répondre précisément à ces questions. Les retours sur investissement, il faut laisser un peu la maturité à explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec un jumeau digital. Avec un jumeau digital, c'est une réplique de la réalité. Je dirais oui, et pour faire clair, une machine avec quelques capteurs sur lesquels vous prenez des décisions, vous faites les contrôles, ça, c'est pas un jumeau. Ça, c'est quelque chose qui vient de la troisième révolution industrielle, c'est l'automatisation, et ça, c'est pas un jumeau. De la même façon, un modèle qui vient de la physique avec quelques données pour les calibrer, ça, c'est pas un jumeau. Un jumeau, pour moi, c'est quelque chose qui émule, on va dire, une réalité dans toutes ses physiques, toutes ses échelles et toute sa richesse, et qui sert pour prendre des décisions, parce qu'on a accès à l'état intime qui nous permet de prédire, de diagnostiquer, de prognostiquer. Aujourd'hui, quel est le retour sur investissement? Mon expérience, et nous on travaille beaucoup à niveau des chaires qu'on a avec SI Group et avec plein de collaborations industrielles avec ArcelorMittal, c'est aussi un grand partenaire de Sarce Métiers. On travaille sur beaucoup de jumeaux, mais je pense qu'on est encore dans la phase d'exploration de qu'est-ce qu'un jumeau digital peut apporter comme retour sur investissement à un industriel. Je dirais qu'on se trouve un peu là où on se trouvait avec les éléments finis, quand finalement les éléments finis ont apparu et tout le monde a voulu faire quelques petits calculs. Je suis sûr que quelques années plus tard de l'apparition des éléments finis, personne ne voyait arriver un retour sur investissement de ces nouvelles technologies dites aujourd'hui de simulation numérique. Et une chose incroyable, et 40 ans plus tard, et ça fait déjà longtemps, je ne pense pas qu'aujourd'hui une industrie s'en passe de faire une simulation quand il est en train de concevoir un objet. Moi, je dis, c'est le taux. Et pour parler de quel sera le retour sur investissement de jumeaux, il y a une chose qui est sûre, dès aujourd'hui, les industriels s'intéressent, ils sont en train de tester, on ne développe pas beaucoup et ils testent, ils se posent plein de questions. Je pense qu'il nous faut encore une phase de maturité qui ne sera pas pour 2022, ça va tarder un peu plus, mais aujourd'hui, on commence à voir qu'un jumeau digital, dans certaines applications reliées à des endroits où on a des accessibilités mauvaises, comme tous les éoliennes ou les offshore, ou des systèmes qui sont relativement complexes comme la santé structurelle, etc. Ça, c'est quelque chose qui commence, à se développer et à s'implémenter. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle, mais c'est des niches et c'est des applications très particulières. Là où on va se trouver dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, sur lesquelles on parle beaucoup, mais les réalisations ne sont pas encore complètement au rendez-vous parce qu'on n'a pas la maturité. Il faut encore mettre en place et monter en TRL plein de méthodologies qui sont encore à niveau, peut-être encore pour certains, à niveau de la recherche. Je pense que pour aborder l'industrie 4.0, l'atelier, ou même l'écosystème industriel, la ville ou la nation, il va falloir encore attendre quelques petites années. Mais une chose est sûre, et moi je pense que si la simulation s'est imposée,
Et la simulation, c'était un peu dans le monde offline, c'était dans la conception. Et les jumeaux hybrides, les jumeaux digitales, les jumeaux comme vous voulez, il y avait une question que je répondrai après par rapport à la nomenclature. Je dirais oui, ça va s'imposer. Parce que dans les siècles derniers, l'objet de l'ingénierie, c'était la conception. Et le roi de la conception, c'est la simulation. On va dire la simulation est le monde fini. Et ça fait l'épreuve. Et ça, c'est aujourd'hui un fait, simplement un fait, que personne ne discute. Il y a dit simplement l'ingénierie aux années 2000, elle a changé. On n'est plus concerné par les produits, on est plutôt concerné par les performances. On est en train de créer des jumeaux qui vont accompagner l'objet tout au long de sa vie. J'ai dit dans cette ingénierie in service, in operation, et pas l'ingénierie du passé qui était pour la conception, dans la nouvelle ingénierie dans laquelle on va accompagner notre création tout au long de sa vie, les protagonistes s'appellent les jumeaux. Donc, les jumeaux seront les protagonistes d'une ingénierie basée sur l'opération, sur la vie, pour diagnostiquer et pour anticiper, pour faire des diagnostics et des pronostics, comme il a été dans le passé la simulation, quand l'objet de l'ingénierie était plutôt la conception des structures, des composants, des pièces. Et donc, je dirais, ça va arriver. Aujourd'hui, je pense que c'est prématuré à parler des retours sur investissement. Et il y a dit, je pense, une question de Franck Morel qui disait, est-ce que les anglo-saxons sont d'accord avec notre vision? Je dirais, c'est pas notre vision. Je dirais, c'est pas la vision française non plus, et surtout pas la vision de Paco. Dans le monde des jumeaux, il a apparu il y a longtemps, et aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a 3 types de jumeaux. Il y a un jumeau que c'était les CAD, incroyable. Un premier jumeau digital, parce que c'est digital, c'est dans un ordinateur. C'était simplement les CAD, c'était géométrique, c'est les CAD d'un objet, et c'est déjà une représentation digitale du problème. Le deuxième type de jumeau, c'était ce jumeau qui est une représentation de l'objet, et en plus, il va assimiler la donnée pour faire des diagnostics, mais c'était plutôt basé sur la donnée et quelques décisions à travers des pattern recognition. Et ça, c'était une autre génération de jumeaux. Et la troisième génération de jumeaux, que vous pouvez l'appeler jumeau digital ou jumeau hybride, je m'en fiche, ça c'est les jumeaux qui sont formés par la physique. Je dirais aujourd'hui les tendances aux États-Unis, et on fait un congrès avec tous les centres et tous les laboratoires de l'ENSAM, et les premiers congrès sur les jumeaux à niveau international qui est organisé par les Arts et Métiers en France. Mais quand même, il y a l'Université de Brown, il y a Chicago, il y a Stanford, il y a l'Université de San Diego. C'est quelque chose qui s'appelle le jumeau digital basé sur la physique. Qu'on veut l'appeler jumeau hybride ou qu'on veut l'appeler jumeau digital informé par la physique, c'est quand la physique devient un ingrédient des jumeaux. Et ça, je dirais, c'est la troisième génération dans l'état de l'art des jumeaux. Je dirais, nous, on y croit. Mais je dirais aujourd'hui, on n'est pas les seuls. Dans ce projet qu'on est en train de monter à Singapour, qui s'appelle Descartes, c'est un projet à plusieurs dizaines de millions de dollars singapouriens. On est en train de parler quand même d'une intelligence ou d'une modélisation hybride. Et après, la question de l'appeler d'une façon ou d'une autre, je dirais c'est indifférent. On ne peut pas l'appeler, ou beaucoup ne l'appellent pas hybrid twin, parce que c'est une marque déposée par SI Group. Mais finalement, peu importe comment on l'appelle, l'effet de mettre de la physique dans les jumeaux, aujourd'hui, et pour les années qu'on va vivre au moins de 2021 à 2025, 26, 27, je pense que ces jumeaux informés par la physique, c'est quelque chose, je dirais, c'est pas seulement en France, c'est dans tous les pays. Merci Paco. Je vous propose de prendre une dernière question qui est en lien un petit peu avec ça, c'est la valeur ajoutée. Est-ce qu'on peut espérer une valeur ajoutée? Finalement, c'était la question de... Attendez, j'ai perdu de Jean-Michel Delage. Est-ce qu'on peut espérer une valeur ajoutée à faire un jumeau numérique sur une installation pilote pour ensuite mieux concevoir et mieux fiabiliser l'installation à l'échelle? Est-ce qu'il y a un intérêt? Je vous dirais, a priori, mais c'est mon impression, la réponse est oui. Il y a un gros projet qui s'appelle BPI France autour de quelque chose qu'on appelle les réacteurs numériques. C'est quand même, on va dire, la réplique digitale d'une plante nucléaire, d'une installation nucléaire, dans laquelle il y a tous les systèmes, il y a les réacteurs, et finalement, on va faire un émulateur, une réplique digitale pour interagir avec elle,
Pourquoi faire? Pour être capable de donner des décisions, pour faire des diagnostics forts, pour faire des pronostics qui vont beaucoup plus vite. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt? La réponse est exactement oui. Qu'est-ce qu'on va gagner par rapport au modèle précédent? Je dirais simplement, c'est gagner de la fidélité et surtout, ne pas répercuter sur l'efficacité. Donc, je dirais qu'avec les jumeaux, on va porter seulement des choses nouvelles par rapport à l'ingénierie un peu traditionnelle. La première, c'est on doit continuer à faire très bien. Et deux, il faut faire très vite. Et c'est incroyable parce que vite et bien, vous pensez que c'est quelque chose de naturel en ingénierie. Dans les siècles derniers, quand on voulait faire bien, on prenait le temps. Et quand on voulait faire vite, on simplifiait les modèles. Les jumeaux, c'est quelque chose qui doit faire bien et vite. Si vous avez une application dans laquelle vous voulez faire bien et vite, et ça c'est l'exemple de l'avion qu'on a mis, et ça c'est l'exemple du projet réacteur numérique qui est porté par EDF avec Framatome, avec les COA et avec plein de partenaires, si vous voulez faire bien et vite, et on comprend bien que dans une centrale nucléaire ou dans un avion, on a intérêt à faire bien et à faire vite, je dirais qu'il n'y a pas une autre solution qu'utiliser un jumeau. Toutes les autres solutions du passé, la simulation fait très bien, mais va pas vite. Et le contrôle va très vite, mais il est limité aux quantités que vous avez obtenues pour faire vos fonctions de transfert. Les jumeaux, c'est quelque chose de différent. C'est une représentation, une réplica de la réalité avec toutes ces échelles et toutes ces richesses. Si vous voulez faire bien et vous voulez faire vite, les seules possibilités, de mon point de vue, ou quand vous mettez ces deux fonctionnalités ensemble, ça, on a décidé de l'appeler jumeau. Et jumeau avec ce que ça représente. Et bien entendu, beaucoup de générations de jumeaux, je dirais, nous, ce qui nous intéresse, c'est les jumeaux pour les ingénieurs. Et les ingénieurs, quand même, au moins de ma génération, c'est quand même les ingénieurs où il y a beaucoup de connaissances qu'on ne voudrait pas mettre à la poubelle simplement parce qu'il y a une nouvelle mode. Voilà. Bien, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire sur les jumeaux numériques. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci aussi à Act and Match pour la logistique de cet événement. Et puis, bien sûr, donc, on reste à votre écoute et à votre disposition, et ce sera avec plaisir qu'on continuera à échanger, à discuter avec chacun d'entre vous sur ce sujet passionnant sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Voilà, merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire de l'Institut Carnoir. Merci beaucoup.